Le vice-président du MEDEF est mon invité ce matin. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. On est désormais à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors sans langue de bois, quel est le candidat des patrons, Fillon ou Macron ? Je ne vais pas répondre directement à cette question. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux candidats qui se distinguent visiblement par rapport aux autres. Et incontestablement, on a Emmanuel Macron et François Fillon. Madame Le Pen, Jean-Luc Mélenchon sont des candidats des extrêmes qui mettent à mal l'Europe et qui effraient les patrons. Et quant à Benoît Hamon, il a un programme qui est totalement utopique et il l'a démontré pendant la campagne. Donc, ce qu'on a regardé, c'est les programmes des deux candidats leaders, on va dire, Emmanuel Macron, François Fillon. Et là, incontestablement, on a des programmes qui convergent vers les entreprises, qui sont dans la bonne direction. Alors, il y a des subtilités. Si on compare sur une logique matricielle, on peut étalonner les programmes. Je pense qu'il ne faut pas procéder ainsi. Il faut regarder évidemment là où on positionne les curseurs, mais aussi la capacité de changement de la vie politique qui a tout à fait son importance aussi pour les entreprises. Et au MEDEF, c'est comme partout. Il y a des discussions de couloirs, des discussions de machines à café. Les débats, ça se passe comment entre Macron et Fillon? Il y a des débats, alors, mais oui, on ne vous demande pas votre opinion personnelle, bien sûr, mais qu'est-ce qui se dit au MEDEF? C'est assez équilibré. Moi, je constate que dans les débats, là où auparavant il y a une certaine forme de retenue, il y a des gens qui très clairement disent qu'ils soutiennent François Fillon. D'ailleurs, c'est visible. Et puis, plus engagé que par rapport au scrutin précédent. C'est plus engagé. D'abord parce qu'il y a une menace. Il y a une menace qui est qu'il y ait un deuxième tour qui mette en opposition deux personnalités des extrêmes. Et donc, c'est la première fois qu'on peut avoir cela. Et puis, c'est une campagne qui est différente dans le sens où on a été un peu spolié sur le programme économique. Et donc, les entrepreneurs se sentent un peu plus mobilisés parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Et donc, au sein de ce conseil exécutif, il y a des gens qui sont pro-Macron, des gens qui sont pro-Fillon. Et tout ceci est discuté au moment où on aborde les programmes. Je vous pose une question et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Peut-on dire que François Fillon est davantage apprécié par, on va dire, l'establishment des affaires, les grands groupes, les grands patrons déjà bien établis, et de l'autre côté, Emmanuel Macron par les nouveaux venus, c'est-à-dire les start-upers, les entrepreneurs qui partent de rien et qui veulent se faire une place. Dire ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché? Alors, c'est un peu un cliché. Il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron est globalement plébiscité par les jeunes entrepreneurs, et notamment ce qui vient du numérique. Après, sur les grands patrons, vous regardez la FEP, vous regardez, c'est assez, on va dire, équilibré. On n'a pas fait de comptage, parce que c'est pas notre rôle, mais vous avez beaucoup de grands patrons qui soutiennent Emmanuel Macron, d'autres qui se sont déclarés, qui sont même aux côtés de François Fillon, issus de l'assurance, et qui symbolisent, on va dire, les grandes entreprises, qui sont assez présents. Mais on peut pas dire que les petites entreprises, c'est Emmanuel Macron, que les grandes entreprises, c'est assez équilibré, et ça reflète bien d'ailleurs, finalement, l'électorat que l'on peut avoir aujourd'hui mesuré avec les sondages. Allez, donc on l'a dit, nous sommes donc à 2 jours du premier tour. On va parler donc des programmes, des propositions pour les entreprises. On va parler notamment du marché du travail. Emmanuel Macron propose d'ouvrir les droits à l'assurance chômage, y compris pour les travailleurs indépendants et également pour les salariés démissionnaires après 5 ans, en contrepartie d'un renforcement des contrôles. Est-ce que c'est ça qui va fluidifier le marché du travail? Ouais, je crois que c'est une bonne chose. Et je l'ai écrit d'ailleurs dans un livre. Je pense que reprendre la main, quand on est l'État sur l'assurance chômage, dont on est responsable des politiques de l'emploi, c'est pas le patronat, ce ne sont pas les syndicats. Ce que je sache, c'est que Pierre Gattaz et Laurent Berger ne sont pas à Bercy pour piloter les politiques de l'emploi. Et donc, que l'État qui pilote les politiques de l'emploi, qui est garant de la dette de l'assurance chômage, reprenne la main sur l'assurance n'est pas une mauvaise chose. Ce qui n'empêche pas qu'on ait pu négocier avec les partenaires sociaux parce qu'on a été responsable et que l'accord que nous avons trouvé est un bon accord en tant qu'organisation patronale. Il n'en reste pas moins que d'ouvrir cette assurance chômage, notamment à des travailleurs indépendants. C'est une nouvelle forme, on va dire, de prise de responsabilité de l'État qui n'est pas inintéressante. Aujourd'hui, à cotisation égale, on doit avoir une protection égale. Si vous avez un travailleur indépendant, si vous avez un artisan, si vous avez un commerçant qui à cotisation égale, eh bien, il doit être protégé de la même façon. Ça va être pas simple d'être mis en œuvre, mais ça, c'est quelque chose de pertinent. Ça, c'est le RSI, le régime social des indépendants. Alors là, on a un peu
deux visions un peu différentes entre Emmanuel Macron et François Fillon. Emmanuel Macron veut supprimer le RSI et Fillon veut le remplacer par la Caisse de protection des indépendants. Ma question, pour le dire un peu bêtement, la meilleure mesure, c'est laquelle selon vous? Alors, en fait, le sujet de fond, c'est quoi? Ça veut dire que le système du RSI ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la fusion qui a été opérée à un moment avec les URSSAF fait qu'il y a eu de graves problèmes de gestion. C'est aussi grave ce qui s'est passé pour l'armée avec le système Louvois. Donc, on a eu des entrepreneurs, des artisans qui ont été, on va dire, surfacturés, enfin surprélevés. Et donc, c'est un système qui ne fonctionne plus. Et qui ne fonctionnera pas. En revanche, ce que propose le RSI, c'est-à-dire ce système de couverture et notamment de retraite, est un bon système. J'ai envie de dire que le RSI, sur la façon dont il a été conçu, c'est un peu comme un hôtel Accor. Vous pouvez rentrer chez Ibis, vous pouvez rentrer au Sofitel, au Mercure, en fonction de vos revenus. Donc vous pouvez capitaliser et en plus, vous avez une courbe d'évolution qui permet de pouvoir adapter votre protection. Donc ça, c'est une bonne chose qu'ils vont conserver. En revanche, le système ne fonctionne plus, il a amené beaucoup de dysfonctionnements graves, et donc bien évidemment, maintenant, il faut le revoir. Alors, finalement, il converge. Entre les deux candidats, concrètement. Il converge vers la même logique, c'est-à-dire que le système de gestion ne fonctionne pas. Donc, les deux vont le reformater. Alors après, on peut trouver des termes différents entre fonds de mutualisation, entre systèmes ad hoc, mais le plus important, c'est que le constat qui est fait par les deux, c'est que globalement, ça ne fonctionne pas. En revanche, on ne remet pas en cause la façon dont il a été conçu en termes de redistribution. Si on regarde cette fois-ci sur le programme d'Emmanuel Macron, il y a une mesure qui a priori devrait ne pas vous plaire au MEDEF. C'est en ce qui concerne les contrats courts. Il souhaite mettre un système de bonus-malus pour favoriser le CDI par rapport au CDD. Et justement, ça, c'est ce que vous avez réussi à échapper dans les discussions de l'UNEDIC, de l'accord qu'il y a eu fin mars entre les partenaires sociaux. Au final, vous en pensez quoi, vous ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout de même, il va falloir que nous réfléchissions à la permittence, c'est-à-dire justement la logique de ces contrats courts. Et il y a peut-être là la possibilité de l'État de reprendre la main sur des mesures qui sont pour nous compliquées, complexes, clivantes au sein de nos organisations, y compris peut-être avec les organisations syndicales. Et donc, comment faire pour favoriser le CDI par rapport au CDD ? Mais en fait, le sujet est assez simple. À partir du moment où on donne de la flexibilité, à partir du moment où on réduit l'apport de l'embauche pour un patron de PME aujourd'hui, 70% des patrons ont peur d'embaucher. À partir du moment où on tend sur une simplification des contrats, à partir du moment où on met en place une barémisation des sanctions au Conseil des prud'hommes, à partir du moment où vous faites des contrats de projet, des contrats de mission qui vous permettent de pouvoir flexibiliser, eh bien, là-dessus, vous allez réduire de la permittence dans le sens où vous allez pouvoir donner des contrats à durée indéterminée, mais dont les mécanismes de sortie font que vous pourrez l'exercer avec des paramètres que vous aurez vous-même déterminés. C'est ça le vrai sujet. Il faut tendre sur un contrat unique, je ne sais pas. En revanche, de simplifier le CDD, et la flexibilité, elle s'opère en mettant moins de contraintes au moment où l'entreprise a besoin de flexibilité si jamais elle est en difficulté. Mais il y a déjà eu un peu de flexibilité qui a été ajoutée avec la loi travail notamment, et puis dans les programmes des candidats, il y a des mesures qui ne sont pas du ressort de la flexibilité, mais plus en termes de coût du travail. Par exemple, Emmanuel Macron veut supprimer les cotisations sociales sur le chômage et la maladie en contrepartie d'une augmentation de la CSG. François Fillon promet 25 milliards de baisse des charges patronales sur les salaires. Finalement, est-ce que ça ne peut pas être une contrepartie à un malus sur les CDD ? En fait, non, parce que, une fois de plus, un des freins que l'on observe dans les entreprises, et que j'observe, c'est que si vous embauchez un collaborateur pour une mission précise et que la mission que vous lui avez confiée se révèle être plus compliquée, n'assure pas la profitabilité, la rentabilité, si vous êtes dans une période de contraction, vous devez malheureusement pouvoir gagner en flexibilité sur vos équipes. Et donc ça ne changera pas. On peut baisser les charges, ça donnera la compétitivité, et ça c'est un élément important. En revanche, de la flexibilité, eh bien c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et donc la logique de la permittance qui est de dire on multiplie les contrats courts parce qu'on n'est pas tout à fait certain de pouvoir recruter définitivement, eh bien tant qu'on n'assouplit pas, on va dire, ces mesures-là, on embauchera
peu. Regardez un indicateur avancé du chômage qui est l'intérim. Pourquoi vous avez un niveau d'intérim aussi important? Parce que ça vous donne un levier de flexibilité, parce que vous n'êtes pas dans une logique de pérennisation de votre activité, du business qui vous est confié. Eh bien, quand les activités commencent à reprendre, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vous préférez utiliser de l'intérim dans l'attente de savoir si c'est stabilisé ou pas. C'est ça aussi. Dites, la priorité pour vous, c'est pas les coûts, c'est avant tout la souplesse. Après, exactement. Alors, les coûts sont un élément important de la compétitivité, ça, il ne faut pas le dissocier. Mais la flexibilité, la souplesse que demandent les patrons de PME, TPE, elle est vitale. En Allemagne, je ne vais pas comparer un modèle, mais globalement, les périodes de préavis, quand vous êtes une petite entreprise et les contraintes qui pèsent, si vous devez malheureusement vous séparer d'un collaborateur, pas du tout les mêmes qu'en France. Merci Thibault Langsat d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes vice-président du MEDEF.